tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture, ce 4e coin lecture d'octobre. Nous sommes et donc maintenant il fait nuit puisque n'est-ce pas, voilà. J'étais en train de constater que l'éclairage n'avait plus rien à voir avec la première partie du coin lecture qui est tournée le même jour. Et aujourd'hui nous allons parler des 2 derniers livres de ce coin lecture d'octobre et nous allons commencer avec, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ouais, je l'ai fait, écoutez, c'est parti. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, la novélisation du film éponyme. 1 an après les derniers Jedi, la résistance a pu renaître de ses cendres. Toutefois, si Rey et ses compagnons sont prêts à reprendre le combat, la guerre contre le Premier Ordre et son suprême leader Kylo Ren est loin d'être gagnée. Tandis que l'étincelle de l'insurrection se ravive, un message a glacé le sang et diffusé à travers la galaxie. L'empereur Palpatine, que l'on pensait vaincu depuis des décennies, est revenu d'entre les morts. L'ancien seigneur des Sith est-il réellement de retour? Écrit par Ray Carson, traduit de l'anglais par Axel Demoulin et Nicolas Ancion. Prolonger l'expérience faite au cinéma? Non! Maison en ruine sur 20. Alors, pourquoi? Déjà, pourquoi je l'ai lu? Alors, pour ceux qui l'ignorent, je déteste ce film. Peu de films peuvent se targuer d'être haïs par ma personne. Généralement, les films que j'aime pas, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire, bon, ben, des films que j'aime pas, des films que j'aime pas. Ça arrive à tout le monde, voilà. Star Wars épisode 9, je lui en veux à un niveau émotionnel, quoi. Je suis en colère contre Star Wars épisode 9. Parce que je suis très investi dans la saga, même dans la post-logie. Peut-être surtout dans la post-logie. Je vais pas parler 150 ans du film, parce que j'aimerais vous parler du livre. Vous savez ce qui s'est passé, quoi. Globalement, ils ont fait la trilogie ils ont fait la 3e trilogie sans avoir un plan d'où allait aller la trilogie. Et surtout, ils ont changé de cuisinier au milieu de la trilogie. Ils ont fait la première trilogie le premier film par un réalisateur. Ils ont changé de réalisateur pour le 2e volet. Et ce réalisateur a pris le contre-pied de ce qui se passait dans le premier film. Et je faisais partie de ces gens qui était très excité par ça. L'épisode 7, du coup, était vraiment beaucoup dans la lignée de ce qui a été fait avant. Donc je me suis dit, bon, ok, ils veulent montrer qu'ils ont compris qu'est-ce qui fonctionne dans Star Wars. Cool. L'épisode 8 a brisé complètement plein de codes. Et je me suis dit, waouh, ok, donc on sait pas où on va. Oh, c'est excitant. Ok, je suis prêt pour l'épisode 9. Et l'épisode 9, ils ont repris le réalisateur du 1, du 7, et ils ont essayé de corriger le tir. Bah, typiquement, épisode 7, l'héroïne Rey, ils font planer un mystère sur qui sont ses parents, parce que depuis que Luke a été révélé comme le fils de Dark Vador, il y a tout un mystère sur qui est le fils de qui est relié à qui, et là Rey c'était qui est-elle, qui sont ses parents, on n'entend pas, c'est une orpheline, elle a été abandonnée à la naissance, qui sont-elles? Et l'épisode 8, elle apprend que ses parents n'étaient personne. Et là tu te dis, waouh, ok, c'est fort. C'est fort parce que ça veut dire, elle n'a pas de place dans cette histoire. Il faut qu'elle crée sa place. Donc quelle va être sa place? Et l'épisode 9 arrive. Je sais pas si je vous spoil ou pas. J'aurais préféré être spoilé, tu vois, pour le coup. Pour pas vivre la déception au cinéma. Mais bon, donc elle se rend compte qu'elle fait partie d'une lignée établie de la saga Star Wars. Merde, je spoil, d'accord? Allez, je fais ça. Donc elle est la petite fille de Palpatine, l'empereur de la saga originale. Si t'as pas les infos, t'es obligé de t'imaginer Palpatine en train de se reproduire. Ah, Palpatine, dont l'idée c'est qu'il est mort, il est mort, Palpatine! Quand on a quitté la saga au 6, dans le retour du Jedi, Palpatine, c'est l'intérêt du truc qu'il soit décédé. S'il est pas mort, ben là non plus il est pas mort. Là où c'est vraiment très frustrant, c'est que si ça avait été pensé depuis le début, ça aurait été génial. S'il y avait eu des petits indices, vous savez, des petits indices dans le 7 et le 8, que Palpatine était encore là, qui menait vraiment les ficelles, moi personnellement je me serais dit, waouh. Poussons le délire encore plus loin, s'ils avaient mis des indices dans la prélogie. Ou, mais franchement, ou dans les séries animées que je regarde pas, ou dans les livres que je lis pas, enfin j'en lis quelques-uns, mais voilà, qu'ils aient évoqué Exegol, donc pour ceux qui suivent pas, Palpatine a survécu parce que il s'est fait... Alors, un petit mérite du livre, parce qu'on va finir par parler du livre quand même, le livre essaye d'expliquer certains trucs, d'éclairer certaines zones d'ombre, elle rajoute un petit peu de lore, d'explication. Alors parfois c'est des scènes coupées, le livre nous fait la politesse de nous expliquer que non, Palpatine ne s'est pas reproduit. Alors ce qui se passe c'est que
sur la planète Exegol, dans les régions inconnues, donc en bordure très extérieure de la galaxie en question, de la galaxie de Star Wars, Palpatine avait prévu un endroit où il avait son trône pour régner sur l'Empire. Ça devait être sa citadelle Sith. À cet endroit, ils avaient commencé à cloner Palpatine, parce que c'est des Sith, quoi. Ils font des trucs, ils veulent perpétuer la vie par des moyens que d'aucuns jugeraient contre nature. Et Palpatine a avant de mourir, en se sentant mourir, a projeté son esprit dans l'un de ses clones. Sauf que les clones n'étaient pas prêts et que du coup il est en train de mourir au ralenti, quoi. Il est en train de se décomposer vivant, littéralement. Peu de ses clones ont été viables. Un de ses clones était donc le père de Rey, qui n'était pas sensible à la force, donc Palpatine s'en est débarrassé. Et ce personnage-là a eu un enfant, donc Rey, et Rey, elle, est super sensible à la force, sa mère, et elle, son père, du coup, et Palpatine a voulu la récupérer. Tu vois, s'ils avaient commencé à parler d'Exegol, si le mot Exegol avait été prononcé avant le tome 9, s'il y avait eu une construction, ça aurait été génial. Et le truc dont j'ai un peu peur, c'est qu'ils nous gaslight, c'est-à-dire qu'ils rétro-écrivent le truc, tu sais, avec des scènes supplémentaires entièrement en images de synthèse où, dans l'épisode 2, t'as-t-on parlé de Dark Plagueis, le sage, sur la planète Exegol. Ils ont établi que Palpatine visait l'immortalité, visait vaincre la mort, mais il était mort, quoi. S'il est pas mort dans le 6, pourquoi je crois qu'il est mort dans le 9? D'ailleurs, même les personnages, même les rebelles, enfin les résistants du coup, se disent comment on sait qu'il est mort là? Bon, c'est pas... Ah! C'est pour ça la maison en ruine, tu peux essayer de changer le papier peint, tu peux essayer de vernir le carrelage, mais il y a tellement de trucs à modifier, quoi. Les dialogues, quoi. Poe et Finn qui arrêtent pas de se parler comme s'ils étaient dans un trailer Marvel tout le temps. Le manque de respect envers C3PO, je comprends pas pourquoi ça m'énerve autant, mais qu'est-ce que ça m'énerve? Ils arrêtent pas d'ignorer la détresse de C3PO. Ils s'en foutent qu'il soit là, qu'il soit vivant ou pas. À un moment donné, ils ont crucialement besoin de lui parce que il y a des inscriptions sur une dague et que C3PO est le seul à pouvoir la traduire. Sauf qu'il peut pas la traduire parce que c'est du langage Sith. Je comprends pas pourquoi il a pas utilisé une périphrase pour signifier. Bref. Ils ont besoin de C3PO, mais ça implique que C3PO meurt, entre guillemets. Ils doivent reset sa mémoire. Et du coup, c'est un moment super fort parce que C3PO est... D'ailleurs, dans le film, c'est joué comme un moment super fort parce qu'il dit... C3PO a l'air d'hésiter, sauf que c'est un robot, on voit pas ce qu'il pense. C'est un cyborg, on voit pas ce qu'il pense. Et t'as Poe qui lui demande ce qu'il fait, et t'as C3PO qui dit je regarde une dernière fois mes amis. Ouf, dur. Et après ça, toutes les répliques de C3PO, c'est ah, je viens de vous rencontrer. Oh là là, ma première bataille spatiale. Oh, je ne peux pas te connaître depuis si longtemps. Oh, ce personnage de l'épisode 9, c'est mon plus vieil ami. Aucun poids émotionnel sur ce qui pourrait être très fort. Pas un seul de ces connards de personnages n'a pris le temps de dire à C3PO « Tu viens de perdre ta mémoire dans un acte héroïque. C'est pour ça que t'as l'impression de tout découvrir. Ce n'est pas vrai, on est tes amis, et dans la mesure du possible, on réinstaurera ta mémoire. » Pas un. Il me met en colère, ce film. Il me met en colère parce que je suis attaché aux personnages, et les voir devenir nuls comme ça... J'aimerais bien être à la place de mon père. On est passé à 0 à Freud très très vite. Non, j'aimerais bien être à la place de mon père dans le sens où il a vu l'épisode 9 et puis il l'a trouvé bien. Parce qu'il s'en fout de Star Wars. Voilà, il a vu un film Palpatine retour, cool, j'aimais bien Palpatine. J'aimerais bien, moi, mais un peu comme on parlait d'Harry Potter et l'Enfant Maudit la semaine dernière, voilà, là je suis dans la position des gens qui ont détesté Harry Potter et l'Enfant Maudit parce que ça jure avec le canon et puis ça marche pas. Et j'entends ces arguments, j'en ai juste rien à foutre. Et là, ça me met trop en colère. Et la raison pour laquelle, vous voyez, la raison pour laquelle j'ai lu cette novélisation, c'est parce que je voulais vivre une autre expérience de l'épisode 9. Mais le livre peut pas faire autre chose que raconter le film. Et le film, c'est une maison en ligne. Ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où c'est écrit « Finn n'en revenait pas d'avoir autant de chance !» Il dit oui, parce que Finn, lui, il sait pas que c'est pas de la chance, c'est de la facilité d'écriture, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est pas le destin, c'est pas le hasard, c'est quelqu'un qui écrit. Enfin, bon.
J'ai plus envie de parler de ce livre. Non, voilà, non. Ok. Et ensuite, celui-là m'a été offert par l'un d'entre vous au Geek Fairies, Défaites et maîtres et possesseurs de Vincent Message, Panda sur 20, et c'est parti. C'est notre monde à quelques détails près, et celui-ci notamment. Les hommes ne sont plus maîtres et possesseurs de la nature. C'est une formulation de Descartes, pour ceux qui l'ignorent, parce qu'on l'homme se veut maître et possesseur de la nature. De nouveaux venus leur font connaître le sort qu'ils réservaient auparavant aux animaux. Malo et Iris mènent ensemble une vie frappée d'interdits par ces barrières qui séparent les espèces. Alors qu'elle est blessée, Iris, en attente d'une opération, il n'a devant lui que quelques jours pour tenter de la sauver. Iris est une humaine, Malo est un extraterrestre. Il y a pour résumer, donc c'est une citation, il y a pour résumer 3 catégories d'hommes, ceux qui travaillent pour nous, ceux qui s'efforcent de nous tenir compagnie, ceux que nous mangeons. Mais c'est comme les animaux. Alors, j'ai pas aimé, déjà commençons par ça, j'ai pas aimé parce que d'entrée de jeu, le style me posait problème. Et le style n'est pas mauvais. C'est vraiment, je pèse mes mots, le style me posait problème. Je vais vous lire le début, vous allez voir. Je pense que vous allez vite vous rendre compte de en quoi le style est particulier, en quoi le style a une identité, et ça c'est bien. Mais cette identité voilà, c'est juste une identité d'écriture qui ne convient pas à mon confort de lecteur. Je viens de rentrer de l'hôpital. J'ai refermé la porte, je m'y suis adossé car je ne tenais plus debout, puis j'ai glissé à terre en murmurant que j'étais chez moi. À regarder mon corps allongé dans ce couloir et presque incapable de bouger, je peux le voir qui tremble comme ce jour-là les arbres au bord de la rivière. Je tremblais déjà sur le chemin et s'il ne tenait qu'à moi, je choisirais d'arrêter. Mais c'est plus fort encore maintenant qu'on ne me voit plus, que je suis à l'abri des regards. Autour, tout a l'air familier, c'est l'appartement bien connu, celui que je possède et que j'habite depuis pas loin de 20 ans. Mais répéter « chez moi » sonne faux et ne me rassure plus. Je me demande si dans leur calme, dans ce qu'elles semblent avoir de foncièrement inoffensif, les pièces, quand je me relève et quand j'y entre, ne me jouent pas surtout le mauvais tour de me faire oublier le compte à rebours qui a commencé. Ça s'est senti que j'ai perdu le fil de la phrase plusieurs fois. Vous voyez, c'est ces petits groupes de mots qui sont pas là où ils devraient naturellement être, enfin naturellement, qu'ils devraient être, tu sais, dans la façon dont la phrase serait construite facilement. Et il y a une recherche sur le style, il y a un travail sur le style. Mais le problème, c'est que moi, je vois pas ça. Moi, je vois, je suis auteur. Mais c'est moi. Je taxe pas Vincent Message de prétention ou d'artifice ou voilà. Je dis parce que un livre c'est artifice. Hein, attention, art et artifice ont la même étymologie, n'est-ce pas? Je dis juste que c'est voilà. Moi, ça me sort. Moi, ça me sort, mais ça peut ne pas être le cas d'entre vous. Peut-être que certains ont beaucoup aimé ce style-là. C'est pas mon cas. Et du coup, je lis à rebrousse-poil, ou à contre-courant, si vous voulez. Et donc, c'est super difficile. Je savais que j'allais pas passer un bon moment de lecture. Du coup, il reste plus que l'idée, ce que le livre raconte. Et là, j'ai un autre problème, c'est que j'ai l'impression que le livre cherche son identité. Au début, ça commence avec de la SF, quoi, de la... voilà, enfin, non, au tout début, on a une intro in situ, quoi. C'est-à-dire, au début, on arrive au milieu de l'action, on arrive au milieu de l'action, je vous spoil pas. Après, il nous explique l'invasion des extraterrestres. Et là, on est en pleine science-fiction, roman de science-fiction. Les extraterrestres arrivent, d'abord ils arrivent dans l'eau, et puis ils regardent parce que, évidemment, l'eau, il y en a partout, donc c'est normal. Ensuite, ils regardent, voilà, les animaux, et ensuite ils regardent les humains, et alors là, ce que j'ai noté, il n'a pas de chance de passer après ma lecture de La Guerre des Mondes, parce que ce que La Guerre des Mondes fait très bien, lui, il le fait très mal. C'est-à-dire que La Guerre des Mondes, les extraterrestres, tu les comprends très très vite. Mars est devenu invivable, la Terre a l'air d'un paradis. Ils viennent sur la Terre. Il y a des gens sur la Terre, on les défonce. C'est notre planète maintenant. Lui, les extraterrestres arrivent et nous regardent, et vraiment nous regardent en mode... Quelle violence chez cette espèce, quelle hypocrisie. Et bon... Je suis végétalien, je suis en accord avec toutes les idées de ce livre. Mais alors, il a la patte très très lourde sur la morale, sur l'aspect moralisateur, quoi. Et c'est lui qui dit ça, hein, donc c'est que ça doit... Et donc, ouais, quand je disais que ce livre cherche son identité, c'est que donc, voilà, on arrive à la SF, avec... c'est humain. C'est humain. Et après, on passe à une espèce de, j'ai envie de dire, comédie noire, où les extraterrestres ont pris notre place, ellipse, voilà, maintenant les extraterrestres sont, mais à notre place au point qu'ils utilisent des voitures, ils bossent dans des gouvernements, le truc c'est que ces extraterrestres-là, qui sont développés comme une chips de riz, ça développe pas une chips de riz, c'est plat, voilà, ils sont pas développés, c'est ce que j'essaie de dire, ils ont, mais vraiment t'apprends rien sur eux, ils se font appeler les démons parce que les humains les appelaient comme ça, ils se sont dit c'est rigolo, on va garder le mot.
Voilà, donc ils se font appeler les démons, mais ils sont pas, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas à quoi ils ressemblent. Ils ont des poils, ils ont du cartilage dans le nez qu'ils écartent. C'est le seul détail physique que j'ai noté. Sinon, bah c'est plus ou moins des humains. Et voilà, et donc ils font subir aux humains. Et là, on vient vraiment, oui, effectivement, dans la fable, comme le dit la critique derrière, la puissance évocatrice de cette fable glaçante, l'efficace simplicité de son écriture lui donne une force singulière, écrit Télérama, ou écrit quelqu'un dans Télérama, plus précisément. Donc oui, là, on vient vraiment dans la fable, c'est-à-dire, voilà, les rôles sont inversés, regardez, les humains sont traités comme les animaux, et là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, je comprenais pas l'intérêt d'avoir inversé les rôles. Je comprends l'intérêt dans l'idée, c'est-à-dire... si on vous raconte ce qu'on fait aux humains en remplaçant les humains, si on vous raconte ce qu'on fait aux animaux en remplaçant les animaux par des humains, ça va vous sembler inhumain. Mais c'est tellement... J'ai pas envie de dire copier-coller, c'est dur comme mot. Il reprend beaucoup les arguments et la formulation de tous les messages antispécistes que j'ai lus en remplaçant animaux par humains. Il n'y a pas la recherche d'imagination qu'on pourrait s'attendre à avoir. Il raconte comment les humains sont parqués dans des hangars, comment les malades sont isolés et entassés alors que certains sont vivants et soignables, comment les humains sont émasculés à l'adolescence, et moi je me dis, les humains fictifs qui se font massacrer, j'en ai plein. Là j'en ai, ici j'en ai pas, là j'aimerais pas finir comme finit Navidson à la fin du Navidson Record. Dans les enfants d'Aliel, il y a plein d'humains qui s'en prennent plein la gueule. Bref, des humains qui en prennent plein la gueule, j'en ai plein. Le fait que ça soit systématisé comme ça, j'éprouve pas plus de compassion envers des humains fictifs qu'envers des animaux réels. Parce que c'est réel. Si c'est pour pas jouer la fable, si c'est pour pas aller dans l'imagination, dans certains, voilà, dans plus de délire, dans plus de couleurs peut-être, ou dans plus de violence, ou j'en sais rien, pourquoi ne pas avoir raconté l'histoire d'un gars qui adopte un cochon destiné à l'abattoir, et ce cochon a besoin de soins, mais il peut pas lui donner ses soins parce que le cochon en question ne peut pas aller chez le vétérinaire parce que c'est un cochon d'élevage, et que récupérer un cochon d'élevage est une infraction. Ça fonctionne. Et pour moi, ça fonctionne mieux, mais c'est peut-être que moi. Je suis peut-être un peu dur envers ce roman parce que c'est des trucs que je connais. Et puis surtout, c'est des arguments qui m'ont convaincu. Et c'est des arguments dont je sais qu'ils ne convainquent pas certaines personnes. Bref, tu vois, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelque chose qui est là, et qu'on sait que c'est là. Mais le roman a été écrit en 2015, je crois, ou 2016. Donc, à un moment donné, faut être un peu honnête. Je savais rien de tout ça en 2015. Enfin, je savais rien. J'en savais très peu. Pour moi, les vegans, c'était des doux rêveurs en 2015. Je suis vegan depuis 2018, personnellement. C'est nouveau pour certaines personnes, ces choses-là. Et ouais, et peut-être que le fait de remplacer les animaux par des humains, ça va déclencher quelque chose. Mais les gens qui sont pas convaincus par ces arguments-là vont te taxer de mauvaise foi. Donc voilà, en fait, voilà, mon vrai problème avec le roman, c'est que quand c'était de la science-fiction, j'ai pas vu l'intérêt de la science-fiction, et une fois que c'est devenu de la fable, j'ai pas compris l'intérêt d'en faire une fable. Et du coup, le style me posait problème également. Et du coup, je suis là... Pourquoi quoi Je ne comprends aucun de tes choix. Mais, et on va terminer là-dessus parce que c'est le plus important, c'est toujours les idées. Et le fait de véhiculer les idées, le fait de faire passer ces idées. Et ce sont des idées importantes pour moi, importantes pour lui, importantes pour la planète, primordiales pour les animaux. Et c'est pour ça le panda sur 20, c'est parce que c'est le logo de la WWF, évidemment. L'important, c'est le message. Donc rien que pour ça, voilà, rien que pour ça, je vous encourage à le lire, mais de toute façon, il faut que je vous parle de tous ces livres-là. Les livres du mois dans mon ordre de recommandation, vous savez, c'est le 4e coin lecture du mois. Donc, on revient sur toutes les lectures du mois dans ce fameux ordre de recommandation de lecture tel qu'il est le mien. Le livre que je vous recommande le moins du mois, Star Wars, l'ascension de Skywalker, une condition, vous avez bien aimé le film, il y a un peu plus de détails là-dedans. Voilà, c'est comme voir un film avec les scènes coupées. Mais si vous avez aimé l'ascension de Skywalker, ne m'adressez jamais la parole. Ensuite, c'est une blague. Ensuite, le livre de l'une d'entre vous, Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, de Mélanie Desforges. Je vous conseille d'aller regarder sa chaîne YouTube qui se trouve dans la description de cette vidéo, parce que c'est sympa ce qu'elle fait. Je peux malheureusement pas en dire autant de son recueil de nouvelles, mais encouragez les jeunes auteurs, les jeunes autrices. Si vous pouvez vous procurer ce livre, procurez-le vous, si jamais vous avez la moindre parcelle de curiosité. Parce que... on a besoin, les jeunes auteurs, les jeunes autrices ont besoin de conseils, ont besoin de retours honnêtes. Donc, je vous invite quand même à découvrir. D'ailleurs, en y réfléchissant, j'aurais dû la mettre un petit peu plus haut. J'aurais dû la mettre un stade plus haut. Parce que vraiment, je vous conseille quand même plus Promenez-vous tant que la mort n'y est pas. Plus que Harry Potter et l'enfant maudit.
parce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, mais je pense que le public à qui c'est destiné l'a déjà lu. Donc, je vois pas trop à qui je le recommanderais particulièrement, quoi. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Ensuite, Vincent Message, Défaite des maîtres et possesseurs. Moi, j'ai pas aimé le style, donc forcément, d'emblée, ça a bloqué. Si jamais vous aimez bien le style, découvrez-le. D'autant plus si vous êtes éloigné de la question antispéciste, ça peut plus vous parler. Voilà, je pense que j'étais le public pas cible. Vraiment très très loin du public cible. Ensuite, Les Langoliers de Stephen King. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'y ai retrouvé tout ce que j'aime dans Stephen King. Voilà, je peux pas vous... Je veux dire, c'est très Stephen King. Bien sûr que c'est un compliment, quoi. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Lisez-le avant de connaître la fin, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Ça peut vous surprendre de le voir en 3e position, étant donné à quel point j'ai été négatif, mais je vous conseille beaucoup de lire, de vous procurer, si jamais vous avez les moyens de vous le procurer, mais je crois qu'il est à plus de 200 balles maintenant, mais ils vont peut-être le réimprimer. En fait, étant donné le format, c'est difficile de... Voilà, il n'a pas eu beaucoup d'impression. Mais étant donné le petit culte qu'il a eu suite à sa publication, parce qu'à la base, il existait sur Internet, et il a été édité parce qu'il a fonctionné sur Internet. Je pense qu'il va être réédité parce qu'il a fonctionné, parce que je pense que la génération YouTube va s'en emparer pour... voilà. En tout cas, c'est un livre qui a rencontré un public très investi. Et c'est pour ça que je vous le conseille, c'est parce que peut-être que c'est vous. Donc, si vous voulez, voilà, il y a des livres que je conseille à tout le monde, et il y a des livres que je conseille à peu de gens, mais le peu de gens à qui je le conseille vraiment fort, et celui-là en fait partie. À tout le monde. Crime de l'Orient Express. Le meurtre, pardon, non le crime. Murder on the Orient Express, qu'ils ont traduit par crime. Le Crime de l'Orient Express, très chaude recommandation, le 2e meilleur Agatha Christie que j'ai lu, et c'est voilà, ça couvre un certain niveau. Voilà, je connaissais la fin et j'ai quand même adoré, donc surtout si vous connaissez pas la fin. Si vous connaissez pas la fin, foncez, ça fait partie de ceux qui sont très très bons. Celui-là, Ils étaient 10, Le meurtre de Roger Ackroyd, c'est les 3, je pense, à lire avant de connaître la fin. Mort sur le Nil aussi, remarque. Et je crois qu'on a fait le tour des Agatha Christie que j'ai lu. Plus ou moins. Et enfin, évidemment, il était premier avant même que je le lise, parce que je vous encourage à Les Enfants d'Aliel, tome 5, Ciel de cendre de Sarah Schneider. Je vous invite à découvrir la saga, si c'est pas déjà fait. C'est peut-être la dernière fois que je vous en parle dans un coin lecture, vu que c'est le dernier tome. Elle va peut-être écrire des spin-offs, et j'espère qu'elle va écrire des spin-offs, Je peux pas trop vous conseiller la saga. Ne montez pas trop vos attentes non plus, je sais que je vous la survends, mais je suis fan, écoutez, je suis fan. Donc, je vous la survends comme vous la survendrez un fan. Et voilà. Le mois prochain, que va-t-on lire? Les premiers livres que nous allons lire le mois prochain vont être un peu particuliers, parce que, surprise, voilà! C'est quand même impressionnant tout ce que j'arrive à lire si je me tiens à 2 heures par jour. Donc théoriquement, j'ai 60 heures de lecture. Théoriquement, je pourrais lire tout ça. Premier livre, Devenir père de René Friedman. Parce que le principe de cette émission, c'est que je lis des bouquins et je vous parle de ce que je lis. Et ça, ça fait déjà quelques mois qu'il faudrait que je le lise. Donc voilà, j'ai commencé à le lire aujourd'hui, puis je vais continuer à le lire, et puis on en parle le mois prochain. Ensuite, vu que c'est la période aussi, Papa 2.0 de Raphaël Carlier. Donc Raphaël Carlier que vous connaissez sur Internet, sous le pseudonyme de, j'imagine que c'est Carlito. Je regarde pas leurs vidéos, donc... mais Carlier et Carlito, ça me semble cohérent. Voilà, je me suis dit que c'était intéressant de voir l'histoire d'un père youtubeur, si vous voulez. Alors on n'est pas au même niveau de célébrité, pas du tout évidemment, mais il va peut-être aborder des problématiques qui vont me concerner, donc ça c'est chouette. Le guide du super futur papa, ça va être un peu orienté, mais seulement le premier coin lecture, hein, rassurez-vous, Puis je me dis que ça peut être intéressant aussi, peut-être qu'il y a des gens aussi qui s'intéressent à ce genre de lecture, donc voilà, vous allez avoir mon retour. Le guide du futur super papa de Benjamin Perrier, pardon. Ça a l'air plus léger, mais je me dis que plus léger, c'est pas plus mal. Voilà, ce sera peut-être plus accessible, on sait pas, on verra. Ensuite, alors celui-là, je vais le lire, mais c'est pas garanti que je vous en parle. Tu seras un homme féministe, mon fils, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux de Aurélia Blanc.
parce que je pense que déconstruire les identités de... Enfin, les clichés de genre, c'est un truc qui se fait tôt. Et donc, je veux m'enseigner. Mais voilà, très franchement, est-ce que je vais vous en parler ou pas? Ça va dépendre de à quel point je sens que vous êtes réceptif ou pas. Parce que voilà, il y a un terrain sur lequel je vais vraiment pas vouloir qu'on me fasse chier, c'est celui-là. Ensuite, on va passer à autre chose, parce que nous avons ce livre-là, le tome 1 de Heartstopper, Deux garçons, une rencontre. Pour ceux qui n'ont pas suivi le tournoi pour le coin lecture spécial, vos suggestions. Malgré moi, j'ai un peu saboté les chances de Heartstopper d'être lu. J'ai oublié de poster sur Instagram et du coup, il a eu beaucoup moins de voix, enfin voilà. Du coup, j'ai réparé ça en en proposant de le lire le mois prochain, donc en octobre, pour pour le coin lecture de novembre, mais vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons le livre de l'une d'entre vous, Irréprochable, de Elle Vacheux. C'est un thriller, voilà, qui a été tiré au sort, donc voilà, lecture de l'une d'entre vous le mois prochain. Ensuite, c'est un cadeau de ma belle-sœur, La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams. C'est une pièce de théâtre et c'est tout ce que je sais de ce livre. Mais aussi, je sais qu'il m'a été offert par, par Lou. J'en ai marre, je la cite, voilà. Je donne son nom, j'en ai rien à foutre. Je lui demanderai son avis avant de publier la vidéo. Qui m'a également offert La Horde du Contrevent, déjà. Qui m'a également offert... Oui, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est elle. La Nuit des Temps, effectivement, elle m'a offert La Nuit des Temps. Ah, putain, oui, l'attrape-cœur, c'est elle qui m'a offert l'attrape-cœur. Bref, elle m'offre des livres que généralement, dont généralement derrière je vous dis du bien. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, je vous en ai parlé le mois dernier... Ah, attends, gymnastique mentale, vous allez voir cette vidéo fin octobre. Je vous en ai parlé... Oui, donc ça fait un mois que je vous en ai parlé. Seul un monstre, livre 1 de Vanessa Len, c'est ça, avec, n'est-ce pas, la petite roue. Voilà, donc c'est pour les lectures d'octobre pour le mois de novembre, comme je vous l'avais annoncé. Ensuite, l'Agatha Christie du mois, 5 petits cochons d'Agatha Christie, qui est un poireau, oui, qui est un poireau, donc, enfin, pas Agatha Christie qui est un poireau, mais le personnage, le protagoniste de son Hercule Poirot, c'est un poireau. Voilà, je connais pas du tout, là pour le coup j'y vais totalement aveugle, donc j'espère que ça va me plaire. Ensuite, nous avons Dolores Claiborne de Stephen King, ça fait partie des Stephen King que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps, et j'espère qu'il sera aussi bien que ce que j'en attends. Je connais très peu l'histoire, je sais qu'il a été adapté dans un film dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais je connais pas plus, donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite, Métro 2033, édition augmentée de Dmitri, Glukovski, adapté évidemment en jeu vidéo, surtout c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois, mais également adapté en jeu de rôle. Maillard, tu me confirmeras ça s'il te plaît, il me semble que tu es lié de près ou de loin à cette histoire de jeu de rôle autour de Métro 2033, je suis pas sûr mais il me semble bien. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir, et bon bah ça va nous tenir au chaud pendant l'hiver un petit moment. Hein. Ensuite, arrêtez de les empiler parce qu'ils me font peur. Ensuite, des livres que ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais les lire, mais à chaque fois ils sont à la fin de la pile, donc à chaque fois j'ai pas le temps de les lire. En l'occurrence, Histoire éternelle de Liz Braswell, donc de la collection Twisted Tales, vous savez c'est la collection des uchronies Disney. En l'occurrence, et si la mère de Belle avait maudit la bête, si la princesse, si la sorceleuse c'était la mère de Belle, ah là 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 là, que ce cette application, on ne sait pas, on le découvrira. Et ensuite, Orange Mécanique d'Anthony Burgess, pareil, ça fait 3 fois, je crois, que je veux le lire et que je le lis pas parce que j'ai pas le temps. Et là, il est avant-dernier, parce qu'apparemment j'aime ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, nous avons un livre qui m'a été offert, là encore, Le poids du monde de David Joy, qu'on m'a vendu comme étant un thriller extrêmement sombre. J'ai hâte d'y être. Merci à tous pour votre attention. On se quitte sur la question de la fin de l'épisode. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un film ou un livre, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui vous met en colère? Parce que je me rends compte hein, que ma réaction à l'ascension de Skywalker est complètement irrationnelle et bête. Mais c'est ma réaction, quoi. C'est ce que j'éprouve, c'est ce qui me met en colère, ce film. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous mette dans cet état-là, dans un état de colère absolument irrationnel, absolument... C'est-à-dire que un sentiment auquel vous pourriez juste vous dire mais c'est un film, ou c'est un livre, ou c'est un album, ou c'est un...
Et vous êtes là, oui, je sais. Mais merde. Voilà. Est-ce qu'il y a une œuvre comme ça qui vous mette vraiment hors de vous, juste par par la façon dont elle est faite? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé le coin lecture d'octobre. On se donne rendez-vous le mois prochain pour ces lectures-là. C'est ça, ça y est, j'étais perdu parce que on se donne rendez-vous le mois prochain pour ces lectures-là et on se donne rendez-vous le mois d'après pour... Mais d'ici là, on aura le temps de voir venir. Là, par contre, je pense que normalement, vous auriez dû voir le premier épisode du pire éditeur au monde. J'espère, parce que du coup, ça fait 4 semaines que je vous hype avec ces conneries-là, donc j'espère que là, il est sorti. Si tout se passe selon mon plan, il devrait être sorti. On croise les doigts. Mettez un pouce bleu, d'ailleurs, tant que vous y Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, j'espère. Sinon, c'est dans 15 jours, mais je pense que c'est la semaine prochaine. Pour parler de ces livres-là. Bisous tout le monde. Et bah du coup, quoi lecture spéciale papa, hein, la semaine prochaine. Bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao.